Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je retrouve ma comparse, druidesse Adana alias Joël Chotan. Bonjour Joël. Coucou Christophe, bonjour tout le Et, monde. et comme vous le voyez, nous avons un invité extraordinaire. Alors juste pour expliquer, après il va se présenter. La semaine dernière, on a fait un épisode sur le féminin sacré. Et puis Mmh. pour raison d'équilibrage, on va dire ça, on avait envie de faire un épisode sur le masculin sacré. Puis Joël s'est dit qu'on aurait bien un invité extraordinaire qui se prénomme Olivier. Bienvenue Olivier. Bonjour Christophe, bonjour Joël, merci beaucoup. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joël Chotan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Et je vais laisser Joël l'introduire peut-être et puis après on lui laisse la Ouais. parole. Alors, voilà, Olivier, du coup, il partage avec moi l'espace de l'école Éoriane. Ça fait un petit moment qu'on chemine ensemble dans l'école. Et puis, il fait partie de ce qu'on appelle les marcassins dans l'école éoriane. C'est les personnes qui cheminent sur la voie druidique, voilà, depuis déjà un petit moment. Voi et puis, pour le reste, je te laisse peut-être te présenter, Olivier? Ça marche. Bonjour tout le monde, je suis Olivier Grossenbacher, je viens de Neuchâtel, donc pas très loin de Baule et de Joël et de l'école. Je suis, comme elle l'a dit, sur la voie du druide depuis 3 ans maintenant. Je suis père de 2 enfants qui m'ont pas mal ouvert et boosté mes croyances. Je pense que si je suis aujourd'hui ici, c'est en partie par rapport avec ce qu'ils m'ont apporté. À la base, j'étais très cartésien, j'ai une formation d'ingénieur en électronique et pour l'instant, en tout cas, je suis toujours dans ce domaine-là. Et même si je suis sur le chemin pour découvrir mon talent et comment faire en sorte d'en faire profiter au maximum le monde. Mmh. Et puis, j'ai pensé à toi pour, le thème du masculin sacré, parce que, avec, différentes, personnes, que je connais autour de moi, en fait, tu as exploré le masculin sacré aussi, dans un groupe qui s'appelle MKP, sauf erreur. Et puis du coup, ouais, il y a ce thème, enfin du coup, cette exploration, il me semble qu'elle est importante pour toi, non? Tout à fait. Alors en fait, j'ai commencé à me connecter à tout ce qui était sacré à travers MKP. Donc MKP, c'est une association, un regroupement qui s'appelle, en fait, le nom complet, c'est Mankind Project. Ça vient des États-Unis à la base. Ça a été créé aux alentours des années 1980. À cette époque-là, il y a eu mai 68, il y a eu la révolution, l'émancipation des femmes. Et c'est un moment où les hommes, en fait, ils étaient un peu perdus parce que le macho c'était terminé, mais en même temps, tous les hommes étaient élevés comme il faut pas pleurer, il faut pas montrer ses émotions, etc., etc. Et du coup, ce mouvement est né vraiment dans cette intention de permettre à l'homme de se connecter à ses émotions, à les exprimer, à montrer sa vulnérabilité tout en étant un homme. Et du coup,
J'ai fait ça il y a 8 ans maintenant, juste après la naissance de mon 2e enfant et ça m'a beaucoup parlé. Si justement il y a eu ce côté sacré qui m'a mis sur le chemin du chamanisme puis du druidisme et de l'autre côté, il y a vraiment eu ce côté, de oser montrer ses émotions, et puis d'être aussi un pilier, non pas, justement de ce côté macho ou guerrier barbare, mais vraiment en soutien, à la femme aussi notamment, justement pour créer un équilibre, masculin-féminin, où chacun, heu, permet à l'autre en fait de s'élever. D'où l'équilibre, de faire ces 2 épisodes à la suite. Tout à Mmh. fait. Du coup, c'était vraiment super important pour nous, hein, Christophe, on l'a dit déjà la dernière fois qu'on pour nous, en fait, parler du féminin sacré, que quand même un terme qu'on voit plus souvent dans les mondes un peu spirituels, ésotériques, on voit plus le nom, féminin sacré parce que, ben, peut-être il y a plus de femmes aussi là-dedans. Mais le masculin sacré, il est hyper important aussi, puis peut-être un petit peu moins évident à comprendre et puis c'est ce qu'on va un petit peu, décortiquer aujourd'hui. En tout cas, je sais pas, bah, moi, du coup, je suis la représentante féminine aujourd'hui. Toi, Christophe, tu pourrais dire quoi quand, tu entends le mot masculin sacré? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment tu le décrirais, en fait, en toi, le masculin sacré, Christophe? Mmh. Alors c'est vrai que, ça peut paraître, un peu, alors j'allais dire démodé, mais en tout cas un peu décalé par rapport au moment présent où, on parle beaucoup de masculinisme, de masculin pas très, en tout cas pas avec les valeurs qu'on veut promouvoir dans l'école et à travers aussi l'association dont tu as parlé, Olivier. Puis quand en plus on voit que cette association elle a été créée aux États-Unis, on peut avoir des petites lumières rouges qui s'allument là, parce qu'en ce moment, bah, on voit que ce qui se passe là-bas, c'est pas tout à fait dans ces valeurs-là non plus. Donc je trouvais intéressant, d'en parler en effet. C'est un peu bizarre pour nous les hommes blancs, tu sais, d'un certain âge, de parler de ce genre de choses parce que comme tu l'as dit, Olivier, on n'a pas été élevés, comme ça, hein. Moi j'ai 57 ans, bientôt 58, donc on n'a pas du tout été élevés à déjà à exprimer nos sentiments, à pleurer, ou en public ou en privé, même devant la télévision ou au cinéma. Et de montrer sa vulnérabilité, tu vois? J'arrive même pas à le dire, ça veut tout dire. Et de montrer sa Allô? vulnérabilité. Ouais, c'est pas encore gagné, hein. Je travaille, Oh là je là. travaille. Je man in progress. Heu, donc c'est pas évident, mais je trouve et puis le féminin sacré, il a ce côté, un peu subtil, on va dire, ouais, plus léger, dans le bon sens du terme, qui fait que nous, on voudrait pas arriver, nous autres hommes, avec nos gros sabots et puis en disant: «Mais attendez, vous nous avez oubliés, il faudrait quand même qu'on parle de nous», mais en même temps, c'est juste, hein, on a tous en nous le yin et le yang, le masculin et le féminin. I et l'i moi, en tout cas, un de mes objectifs de vie, c'est de l'équilibrer ces 2 parties en moi. Hem Moi qui alors de l'intérieur, ça se voit pas, mais j'ai un féminin beaucoup plus développé qu'un masculin d'ailleurs. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler et d'en parler ouvertement, sans rentrer justement dans les caricatures qu'on peut voir, hem, en ce moment sur les réseaux, hein, et à la télé et sur YouTube et partout, de ces hommes qui veulent s'affirmer, mais enfin, ils sont juste un petit peu décalés aussi, enfin un peu beaucoup décalés par rapport à ça. Donc moi je sais même pas comment le définir, le masculin sacré. J'avoue que je vais tendre la perche à Olivier, peut-être que lui il a une meilleure idée que moi, parce que je suis bien incapable de le faire. Merci Christophe. Ah ben, du coup, je vais parler pour moi de ce que ça représente pour moi le masculin sacré, parce que je pense que chacun peut avoir aussi sa propre définition, de ce qu'il en est. Mais pour moi, c'est axé sur 5 piliers, je dirais. Le premier, c'est la présence. Donc c'est être ancré, centré, conscient de comment on est, de ce qu'on ressent justement aussi à l'intérieur et de ce qu'on peut montrer aussi, vis-à-vis des autres et cette connexion justement aux émotions qui est extrêmement importante.
Un 2e aspect, c'est le côté plutôt protection, hem, dans le sens où j'agis avec courage, avec clarté, en alignement avec, bah, mes croyances, avec, ce que j'ai pu dire ou, ouais, ce que j'ai pu dire exactement. Hem, il y a le côté, en fait, je reprends cette partie-là parce que c'était faux. Je recommence. L'action. Donc j'agis avec courage, clarté, alignement. Donc j une fois que j'ai décidé que je voulais aller dans une certaine direction, je fais ce qui est dans mon possible, en tout cas, pour garder et maintenir cette direction-là, même si, il y a des gens qui disent: «Oui, mais non, faudrait peut-être pas faire ça comme ça» ou ce genre de choses-là. Protection, justement, assurer, et défendre, un cadre sûr pour pouvoir faire ce que je veux faire ou pour pouvoir aider la personne qui est dans le projet avec moi pour pouvoir le faire. Ça peut être une femme ou un homme. La vision, qui est aussi pour moi quelque chose d'important. Je m'arrête pas juste, à une envie court terme, je réfléchis aussi plus loin. Je donne une direction à mes idées ou à ma vie. Et la toute dernière qui est pas des moins importantes, c'est la responsabilité ou l'intégrité. Je dis ce que je fais ce que je dis et je prends, je suis responsable de mes actes. Donc si je dis, à Joël: «Je vais faire ça, pour, la semaine prochaine», ben, je le fais pour la semaine prochaine. Puis je vais pas lui dire: «Ah écoute Joël, j'avais vraiment eu, envie, l'intention de le faire, mais tu vois, ce week-end, j'étais un peu fatigué et puis j'ai des copains qui m'ont proposé d'aller boire des bières, donc je préférais aller boire des bières, mais je te le fais la semaine prochaine». Donc c'est quelque chose qui est pour moi, en tout cas, très important dans assumer, en fait, ses actes et ses paroles. Mmh. Assumer tout en étant à l'écoute de nos propres besoins et de nos propres émotions aussi, bien Oui, sûr. Mmh. tout à fait, exactement, ouais. Mmh. On a la mascotte du podcast qui vient d'arriver, juste derrière. Oui, voilà exactement, Charlie. Chaque épisode, on a Moustache qui nous visite. Elle entend ta voix, Christophe, elle vient direct. Ouais, c'est rigolo, hein, Mmh. Charlie. Hem, Ouais et puis, il y a la dimension sacrée aussi, hein, dans du coup, dans le masculin parce que, bah, ici dans Paroles de druide, on place, dans la dimension sacrée, Mmh mh. ce qui fait qu'on parle du masculin sacré et donc du coup, on est dans la classe sacerdotale et donc du coup, c'est aussi la place de l'homme, au niveau sacré, donc c'est-à-dire celui qui crée le lien avec les autres mondes. Donc c'est vrai que quand tu parles de responsabilité, ben, du coup, c'est aussi une belle responsabilité parce que c'est le lien avec, ben, comment est-ce que, du coup, je suis responsable, de mes choix, de mes actes, de mes paroles, dans ce monde, mais aussi, dans ce qui sera transféré dans l'autre Mmh. monde ou de ce qui pourrait être entendu par l'autre monde et donc du coup, on n'est pas, dans tout ce qui est profane, mais dans la dimension sacrée, donc du coup, ça apporte encore plus de sens et de force, je trouve, dans ce que tu dis. Donc du coup, si tu répètes les 5 piliers, c'est quoi? Les mots? Tu arrives à La mettre ça avec un mot chaque fois? Oui, présence, Mmh. action, protection, vision et responsabilité. Mmh. Ouais, c'est super intéressant. mmh, Mmh mh. Moi, la présence, je la sentais bien parce qu'en fait, je me disais et je la mettais avec la protection parce qu'en réfléchissant à ce podcast, en fait, je vois vraiment la place du féminin comme gardien du foyer. On en a parlé la dernière fois. Mmh mh. Et puis, voilà, c'est pour moi, c'est vraiment la gardienne de l'espace intérieur, la dimension féminine, enfin le principe féminin. Et puis si on sort du nouveau de la place de la femme, mais en tant que principe, le principe féminin, il va vraiment être protecteur du foyer. Et puis pour moi, le principe masculin, il va être protecteur, ou en tout cas présent dans son intention, sur les limites extérieures, tu vois? Si je peux imaginer, du coup, un clan, sur un oppidum qui est un ancien village celtique, je pourrais imaginer que le féminin sacré symboliquement, ça serait la hutte et puis, le masculin sacré symboliquement, ça serait les barrières de l'oppidum, pardon, les oppidas, de l'oppidum. Et donc du coup, ouais, je verrais assez ça en tant que protecteur et visionnaire aussi.
de voir les choses à l'avance, de les prévoir pour pouvoir, se placer dans une posture juste de protection, mais aussi de présence, voilà, de responsabilité par rapport heu, à cette posture, en fait, du masculin et ça demande en effet beaucoup d'écoute de soi. Mmh. Ouais. Ouais. Alors moi, ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire parce que quand je t'écoutais, je me disais: «Mais c'est marrant parce que c'est, sans le savoir, moi, c'est vraiment des valeurs qui m'animent». Enfin, le côté j'ai un vrai papa protecteur de ma femme, de mes enfants, entre autres, mais pas que. Il y a beaucoup de valeurs du leadership, de la façon dont moi je l'entends et que j'essaye de le développer ou déployer, que ce soit, enfin, dans mon travail, hein, de tous les jours. Et je trouve qu'il y a des vraies valeurs de leadership là-dedans et j'avais pas forcément associé au masculin sacré, pardon. Et du coup, je me dis que, je l'incarne depuis longtemps sans le savoir et maintenant je comprends mieux pourquoi c'est ça qui m'anime finalement. C'est assez, ouais, je suis assez, je fais un peu le naïf et l'innocent exprès parce que j'ai pas voulu, tout pré comment dire? Pas ne pas préparer, mais venir avec trop d'idées préconçues par rapport au sujet du jour. Donc je me laisse surprendre et c'est toujours très intéressant. Donc ouais, le côté protection, vision, action, responsabilité, celui-là, il est super fort, quoi. Il y a Mmh. pas b tout le monde n'assume pas la responsabilité de ses actes et de ce qu'il fait, hein. Je c'est un vrai principe de vie que je trouve dont on devrait parler vraiment très souvent, que moi j'ai essayé d'inculquer à mes enfants. Z de sortir du mode victime finalement, c'est ça, hein? Mmh. Mmh. De se trouver des excuses. Ouais. Le fameux «J'ai pas eu le temps», la fameuse phrase «J'ai pas eu le temps». En fait, le temps, c'est pas une histoire qu'on l'a pas eu, c'est qu'on l'a pas pris. Déjà la phrase elle est fausse. Le temps, on l'a toujours, mais c'est juste qu'on le gère pas forcément. En fait, on place pas les priorités, du coup, comme elles auraient pu être pour avoir ce fameux temps, pour prendre ce fameux temps donc ouais, c'est Ouais. l'histoire de priorité, en fait. Mmh. C'est ça. Moi, j'ai, bah, une petite anecdote par rapport à ça, il y a quelques années, je me disais toujours: «Ah, j'aimerais bien faire, plus de méditation, j'aimerais bien faire plus de ci ou de ça dans ma vie», mais avec mon travail, avec la famille, j'arrive pas et je suis parti en voyage 9 mois, avec ma famille et je me suis dit: «Ah ben, là, j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude, ça va être génial» et puis, au milieu de mon voyage, tout d'un coup, j'ai commencé à regarder un peu ce que j'avais fait, par rapport à ce que j'avais envie de faire et je me suis rendu compte que c'était pas parce que je travaillais que j'avais pas le temps et puis qu'une fois que je travaillais plus, j'avais tout le temps. C'est vraiment comme tu dis Joël, c'est choisir là où on veut mettre son énergie, choisir là où on veut mettre sa priorité et c'est de dire: «J'ai pas eu le temps», effectivement, c'est une excuse, qui est facile, mais Mmh. qui est pas tout à fait juste. Mmh. Ouais, c'est Moi, j'ai un peu vraiment. Ouais, je suis d'accord. c'est la semaine dernière, j'étais en formation et puis, tous les matins, on a une méditation d'1 heure de temps. C'est une méditation qui est, d'abord du shaking, ensuite, des mouvements, de la danse. À la fin, ça termine par, un moment de silence. Ça dure 1 heure au total et puis, ça me fait énormément de bien à chaque fois et puis, à l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui fait: «Oh! Mais et si on la faisait tous les matins?» Et là, j'ai senti mon corps qui a fait une expansion. J'ai senti de la joie vraiment répondre, cellulairement, en fait, dans mon corps et puis j'étais là: «Waouh, cette réponse corporelle!» mais c'était vraiment comme si mes cellules, elles émettaient de la joie. C'était vraiment très surprenant, enfin, ça m'a surpris et puis juste derrière, ça m'a fait: «Mais comment tu vas placer ça dans ton planning à la maison, en fait, si tu pas d'espace pour mettre de la musique?» Il y a aucun espace pour danser, enfin chez nous c'est petit et puis du coup, comment vas-tu mettre ça dans ton planning? Puis après, je réfléchissais toujours, puis je me dis: «Ah ben, je pourrais en fait, au lieu de prendre mon premier patient le matin en fait, en soins, ben, ne pas prendre le premier le matin et puis, commencer les soins 1 heure plus tard en fait, en enlever un par jour pour, m'offrir ce temps-là». Et puis, du coup, il y a la comptable à l'intérieur de moi qui s'est activée, qui a mis son grain de sel et j'ai senti mes cellules faire une espèce
d'effondrement, de déception sur elle-même. Travail, ouais. Et puis ouais, exactement. Puis après, j'étais là, mais en fait, est-ce qu'en moi, j'ai envie d'écouter cet élan de joie ou la comptable alors après, je dis bien, faut bien sûr trouver le juste milieu. Mmh. Mais du coup, j'ai pris l'engagement envers moi-même, instantanément, suite en ayant senti que l'énergie que ça me faisait la comptable, d'écouter la partie de moi qui me met en joie. Donc je vais enlever 1 heure le matin de soins pour m'offrir ce temps. Et je suis Mmh. trop réjouie en fait. Mais du coup, c'est vraiment de nouveau, c'est une question de priorité. Et puis je me dis, ben en fait, ça, en fait, finalement, ça a pas de prix. Donc la comptable, elle est: «Ah d'accord». Donc ouais, Trouver c'est les choisir. arguments. Ouais, voilà, exactement. Choisir ce qui n'a pas de prix dans les Mmh. dans les et la responsabilité face à soi-même aussi, hein. Vraiment cette responsabilité-là. À part ça, moi, j'ai noté deux trois petites choses, par rapport au masculin, en fait, de ce que moi je peux observer en tant que femme. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Oui. Oui! Et les hommes qui nous écoutent, êtes-vous prêts à écouter? Alors, ce que j'observe en tant que femme et puis ensuite après je vous invite à réfléchir comment agit le masculin sacré par rapport à ça. J'observe en fait que l'homme a souvent besoin de prouver des choses. Prouver qu'il est fort, prouver qu'il a la plus grande, prouver de ci et de ça et de machin, de prouver. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est très intéressant. Effectivement, depuis, notre plus jeune âge, je parle en nous, mais peut-être que enfin, en général dans la société, je pense que c'est quand même le cas. On essaie toujours d'être le premier er au foot, dans la cour d'école, à la course ou je sais pas quoi d'autre, effectivement. Je pense que, c'est, bah, ça un des traits de la masculinité négative à mon sens, justement, Christophe parlait avant de masculinisme. Pour moi, le masculinisme, c'est vraiment ce côté domination et agressivité Mmh. et puis, du coup, dans cette domination, il faut être le plus fort. Je pense que c'est des traits qui viennent de la manière dont on est élevé, en nous disant, justement: «Sois fort, ne pleure pas, ne montre pas tes faiblesses, parce que sinon quelqu'un d'autre va les utiliser contre toi», et cetera et donc pour moi, ça vient là-dessus, en fait. C'est qu'on doit on doit prouver au monde qu'on est un homme, donc qu'on est fort, donc on doit dominer les autres pour être vraiment un homme. Dans ce côté, Mmh. négatif, justement. Et puis comment si en fait on n'a rien à prouver finalement, Mmh. comment se placerait le masculin sacré là-dedans, selon toi? Ou selon vous, hein, tous les 2? Si vous dites: «Ben, j'ai rien à prouver», ça ferait peut-être appel à quelle valeur dans celle que tu as exprimée? Mmh. Pour moi, ça va sur le côté présence, en fait. Je suis tel que je suis présent, je suis conscient de ma propre valeur. Mmh mh. Du coup, j'ai pas besoin de faire quelque chose pour que les autres me disent: «Ah ouais, c'est toi le plus fort, c'est toi le» j'ai pas besoin d'être le plus fort et deuxièmement, j'ai pas besoin qu'on me le dise parce que je suis conscient de qui je suis et du coup, j'ai pas besoin de le prouver, en fait, à quelqu'un d'autre. Mmh. Ouais, c'est un rapport avec Bah, la confiance en soi. Mmh. mmh mh. Les hommes du coup qui nous écoutent, ça vous fait quoi d'entendre et dire ça? Ça doit vous faire trop du bien au cœur, je suis contente. Ouais, de rien avoir à prouver en fait, de se Ouais. suffire à soi-même, hein, la présence, hein. Mmh. C'est beau, mais c'est clair. Et puis la peur d'être faible. Souvent les hommes, ils ont peur d'être faibles ou peur de montrer de la faiblesse. Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la vulnérabilité. C'est-à-dire que comme on a ce rôle de protecteur qu'on nous a attribué ou qu'on s'est attribué, on doit montrer qu'on est, bah, le plus fort du coup et donc ne pas montrer des «faiblesses» entre guillemets qui pourraient être exploitées contre nous. Il y a c'est ce côté, si je dois défendre, contre vents et marées, ma tribu, mon clan, ma famille, enfin
mes enfants, hem et puis mon moi personnel aussi, Mmh. je pense que c'est très en lien avec ce qu'on a dit avant, hein. Je dirais ça, hein, mais en plus, je sais pas si sociétalement, c'est si ancien que ça, que l'homme doit ne pas exprimer ses sentiments ou ses émotions. Ça serait intéressé de j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais depuis la nuit des temps, l'homme a voulu, aliéner la femme, OK, mais est-ce que l'homme s'est toujours doté de cette, carapace, armure, qui fait qu'on n'a pas le droit d'être faible? Ça, je sais pas si c'est, récent dans la société ou si c'est millénaire. J'avoue que je sais pas. Ouais, il était souvent destiné à des travaux assez durs, hein, l'homme, quand même et puis, parfois aussi, d'être celui qui va à la guerre. Donc, il y a la notion de pas devoir un peu faillir devant son ennemi, j'imagine, plus que la femme qui elle, va plus, ben, voilà, rester à la maison, et puis, s'occuper du foyer où, du coup ça va être moins. Ouais, il y a moins ce truc de devoir être un peu, dur comme un roc et puis s'endurcir face aux choses de la vie. Mmh. Ouais, pour moi, ce qui me vient aussi à l'esprit quand je t'entends Christophe, c'est ce côté, où justement la femme, on a tendance à dire que la femme, elle a le droit de montrer, enfin, elle est sensible, elle pleure, elle exprime ses émotions. De l'autre côté, l'homme, il doit être fort. Donc, si et puis il y a ce côté domination homme-femme, ce qui fait que si l'homme exprime ses sentiments, du coup, il se rapproche de la femme et donc en fait, bah, en termes de domination, il va avoir tendance à plutôt être dominé. Donc si tu veux être fort, il faut pas montrer tes émotions. Mmh. Donc je sais pas si c'est ouais, pour moi, ça c'est aussi associé avec le patriarcat finalement. Tout ça, c'est ce principe de domination, de l'homme sur la femme et donc faut surtout pas, ressembler à une femme. Sinon, on risque d'être pris pour une femme. Ouais et puis, ben, dans le druidisme, il y a aussi beaucoup la notion de communauté, en fait. Tout le monde travaillait en clan et en communauté, donc Mmh. du coup, tout le monde était un peu formé à exercer un art comme, bah, typiquement la protection du clan. Après, c'est vrai que symboliquement, il y a vraiment la place du féminin et la place du masculin entre symboliquement la femme à l'intérieur et l'homme, le masculin à l'extérieur. Et donc du coup, je rappelle juste que, dans le druidisme, vu que c'est enfin, dans la société celte, vu que c'est des arts et donc du coup, ça se peut qu'il y ait un homme qui soit plus doué dans l'art de l'habitat et il va rester à l'intérieur et des femmes qui partaient à la guerre. Donc ça, c'est de nouveau, ça peut être inversé, mais en fait, pour moi, il y a aussi, avec le Moyen Âge et tout ça, le monde quand même, il vivait beaucoup dans la peur. Oui. Et donc du coup, qui dit peur, qui dit besoin d'être renforcé et de pas trop, avoir peur et donc du coup de plus trop montrer, bah, ce type d'émotion quoi, la tristesse, la peur. La colère par contre elle, bah, elle était utilisée pour aller au combat donc elle, elle était pas restreinte mais la peur et la tristesse, ben, la tristesse face à la perte au combat ou la peur face à l'ennemi au combat, voilà, mais dans la société celtique, c'était à mon avis moins, le masculin était plus proche d'une posture que je trouve saine de l'homme, par rapport, après avec le Moyen Âge et puis, vraiment des les grandes guerres, où ça a dû être, vraiment beaucoup plus, continu beaucoup plus difficile et puis il faut rappeler que la société celte, même si, bien sûr, c'était quand même des conquérants, mais leur dimension centrale restait la paix au sein du clan. Donc, qui dit paix, qui dit quand même capacité d'écoute de la paix et qui dit capacité d'écoute de la paix, dit quand même capacité d'écoute des émotions. Parce que c'est quand même difficile d'atteindre la paix sans écouter les émotions que l'on a à l'intérieur. Enfin, Mmh. je sais pas si vous, enfin moi j'ai grandi plutôt dans un trop émotionnel et donc du coup ma paix elle a dû passer par le fait de trier l'émotion. Mais vous, comment est-ce que vous arrivez à atteindre la paix, en ayant été peut-être éduqué à ne pas trop sentir les émotions? C'est l'inverse du coup.
Alors moi, clairement, ça a été un long cheminement d'accepter que j'ai des émotions et que c'est OK de les exprimer et que j'ai le droit de les ressentir et que j'ai le droit d'être en joie ou d'être en colère ou de voilà, ou d'avoir enfin, d'avoir des juste le fait de constater que j'ai des émotions, que j'ai le droit d'en avoir, ce qui était quand même pas gagné d'avance, hein, donc ça a été un long chemin et et moi, ça m'a conduit à je me suis rendu malade, hein, enfin, j'ai été migraineux pendant 30 ans parce que je n'ai pas appris à gérer mes émotions, entre autres. Donc ça peut aller loin et et malgré tout ça, je suis pas sûr que j'ai su faire le job de papa pour expliquer à mes enfants que les émotions, parce que j'ai 2 garçons et une fille, que les émotions, c'est OK. Donc ça voilà, j'accepte aussi que je suis imparfait. Mais c'est un vrai, ouais, c'est pas gagné, hein. Je suis pas encore, j'ai beau apprendre les techniques de communication non violente, j'ai lu les bouquins sur l'intelligence émotionnelle. Dans le monde du travail, ça reste quand même encore un sujet, compliqué. C'est quand même, un aveu de encore vu beaucoup comme un aveu de faiblesse parce qu'on a un milieu très patriarcal, beaucoup, hein, moi je travaille dans un hôpital, je peux vous dire que là, entre les médecins et les infirmières, c'est-à-dire les médecins, c'est les hommes, les infirmières, c'est les femmes, voilà. Devinez qui est le chef. Donc, on a je digresse un peu, mais c'est encore ça, c'est encore beaucoup ça. Donc les émotions, c'est un vrai sujet, heu, comment dire? De cheminement. En tout cas pour moi, c'est encore un sujet de cheminement, mais je au moins accepter qu'elles existent et que j'ai le droit de les vivre et qu'après, la façon dont je les vis, ça c'est encore, différent. Ouais, effectivement, c'est un vaste sujet, les émotions. Chez moi aussi. J'ai grandi dans une famille où finalement on parlait pas beaucoup de ses émotions. Moi j'étais enfin je suis, hypersensible et du coup, c'était pas toujours facile de savoir quoi faire de ses émotions. D'ailleurs, j'ai très vite, j'ai essayé en tout cas de les taire, de mettre un grand couvercle sur la marmite, pour que ça sorte plus, puis que je sois un peu comme les autres et puis pas différent. Et c'était pas forcément non plus facile de voir les émotions des autres. Je me souviens, enfin, j'ai un souvenir de quand j'étais petit, j'avais un frère qui était plus petit que moi. Ouais, j'ai toujours, d'ailleurs, il est toujours plus petit. Hem, bah, chaque fois qu'il se mettait à pleurer, je faisais tout mon possible pour qu'il arrête de pleurer. Donc chaque fois, j'allais chercher une pluche, qui m'appartenait, je lui offre et finalement, à la fin, j'ai fini avec 0 pluche et lui, une armada de pluches. Mais c'était vraiment c'était plus fort que moi, il fallait surtout pas parler enfin, il fallait pas montrer ses émotions. Donc dès qu'il pleurait, je savais pas quoi faire d'autre que juste lui offrir quelque chose pour qu'il arrête de montrer ses émotions, finalement. Mmh. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris pas mal de temps aussi, comme disait Christophe, pour apprendre à pouvoir les vivre pleinement, pouvoir les exprimer. Et je te rejoins que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas toujours facile encore aujourd'hui de pouvoir, exprimer, tout son panel d'émotions, dans sa vie professionnelle. Et puis, du coup, enfin, ce qui ressort beaucoup, c'est que, bah, il y a le mot vulnérabilité et en fait, on voit vraiment que le masculin, il confond vulnérabilité avec faiblesse, en fait. Mmh. Alors que, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais, c'est clair qu'être vulnérable quand on est en mode guerrier et ben, du coup, c'est une faiblesse pour le clan et donc du coup, elle est pas souhaitable. Mais en fait, en vrai, on n'en est plus là. Mais on n'a pas arrêté, en fait, de faire la guerre. Tu nous apprends un truc là. Et aussi, pour répondre à ta question, Christophe, à partir de quand, en fait, le masculin a commencé à être dur comme ça? Alors la société celte, c'était pas le cas parce qu'en fait, ils étaient eux, mais les hommes étaient des poètes, Oui, c'est sûr. voilà, ils pleuraient, ils chantaient, donc voilà, en fait, ils étaient en lien avec la magie et ils pratiquaient les arts ésotériques, imaginez-vous une société où tout ça, en fait, était complètement normal, donc voilà mais c'est avec, l'arrivée de l'Empire romain, en fait, chez nous.
où on a un masculin qui est plus tranché comme ça, qui est derrière son bouclier, qui est organisé, qui est, du coup, plutôt à aller en frontal et moins, dans l'écoute peut-être ou, faut aussi dire que la place de la femme et de l'homme dans la société celte était très différente que celle dans la société romaine, hein. La place de la femme et de l'homme dans la société celte, elle était égale. Tandis que dans la société romaine, la place de la femme était déjà inférieure à celle de l'homme. Et donc du coup, à partir de là, ça a commencé, à changer. Donc plus ou moins chez nous, plus ou moins jusqu'à l'an 0, on a eu un masculin qui pouvait prendre sa place, librement dans ce qu'il avait besoin d'exprimer et puis à partir de l'an 0 pour nous en Europe centrale, plus tard dans les zones qui ont été romanisées plus tard, eh bien ils ont pu garder ça plus longtemps en fait. Mais oui, c'est vraiment après, des années et des années de patriarcat et d'hommes qui doivent partir à la guerre et se battre et en fait, c'est malheureux parce qu'en fait, un homme qui doit partir à la guerre, ben, c'est pas quelqu'un qui est formé à la guerre comme un art ou au combat comme un art, comme on va le retrouver chez les samouraïs, où eux, ils sont clairement en lien avec leurs émotions pour aller puiser leurs forces et puis ensuite, exercer l'art de la guerre. Mmh. Chez nous, c'est de la brutalité, en fait. C'est, c'est pas un art la guerre. Au Moyen Âge, c'est tout sauf un art, c'est de la boucherie. Et donc du coup, on forme pas des gens à un art, on forme des gens au combat. Et donc être au combat, ben, en fait, en gros, en vous, dans vos cellules, c'est comme si vous portez des siècles et des siècles d'émotions coupées pour ne pas sentir parce que c'est trop dur. Et puis ça, c'est trop triste, en fait. Je suis désolée pour vous. C'est justement ce que j'allais te demander, Joël. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que ça te et je trouve ça intéressant que les hommes entendent ça. Qu'est-ce que ça te fait de voir un homme qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, qui reste, bah, qui va pas au fond du tu vois? Qui va pas jusqu'au bout? Qu'est-ce que ça vous qui les vivez tellement ces émotions, qu'est-ce que ça vous fait vous, en tant que femme? Ben, ça me rend triste comme maintenant. Ça me, ouais, ça me, en fait, hem, ça me touche dans les 2 cas, en fait. Ça me touche quand un homme exprime ses émotions parce que, souvent quand il le fait, je vois j'ai vraiment l'impression d'avoir accès à sa part blessée et puis en fait, ben, je rappelle juste que les émotions, c'est des messagères de parties de nous-mêmes, hein. Elles nous permettent de comprendre les processus qui se passent dans notre corps. Donc du coup, toutes les émotions, elles ont un message elles sont tout à fait les bienvenues parce qu'elles nous per c'est comme, des guides sur une carte, elles nous montrent le chemin et donc du coup, ça me touche toujours de voir. Mais quelqu'un qui montre pas ses émotions, en fait, pour moi, ça me touche, mais aussi ça me déstabilise parce que, j'ai l'impression que, ben, j'arrive pas à comprendre la personne, en fait. J'accède pas à l'authenticité de la personne et ça, c'est très déstabilisant parce qu'en fait, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'être ben, typiquement avec, vous 2 quand je parle avec vous, ben, en fait, j'ai, 2 êtres authentiques en face de moi et on se dit les choses et puis on sait qu'on se dit les choses, en fait. Puis les choses, elles sont du coup enfin, la relation pour moi, elle est très limpide et elle est simple, même si, ben, des fois, il y a des ajustements et tout, ben, du coup, en fait, en discutant, c'est limpide. Et tandis que quelqu'un qui montre pas ses émotions, ben, en fait, ça laisse de la place à tellement d'inconnus que ça charge la relation de plein de points d'interrogation et donc du coup, c'est très compliqué d'être en lien. Mmh. Et
pour moi, c'est en tant que femme, beaucoup plus agréable d'être face à un homme vulnérable, qui ose exprimer ce qu'il a dans son être, heu, plutôt que quelqu'un qui préfère, faire une carapace d'homme, solide et stable et inébranlable pour prendre un peu le rôle d'homme fort face à moi. Mais en fait, je me sentirais beaucoup moins en sécurité. Ça dépend en quelle partie de moi, en fait, parce qu'il y a des femmes qui vont se sentir en sécurité face à un homme comme ça. Mais moi, avec le chemin, de développement personnel que j'ai fait, je vais me sentir beaucoup moins en sécurité parce que j'aurai l'impression que cet homme-là, c'est une bombe à retardement. Le jour où, en fait, il accède à ses émotions, ça risque d'être tellement intense que ça pourrait être une explosion ou un effondrement, en fait. Ouais. Mmh. Et tant mieux même d'un côté, qu'il soit bien accompagné quand ça arrive, mais voilà, après, bah, je sais pas par rapport à ça, vous, quand vous avez, qui a enfin, quel message vous auriez pour, les hommes qui ont justement de la difficulté à bah, j'imagine il y en a plein qui nous écoutent, qui se disent: «Ben, c'est super en fait, d'oser montrer nos émotions et de se dire, bah, en fait, le féminin, il préfère qu'on se mon quand on se montre vraiment tel qu'on est, puis qu'on montre, voilà qui on est vraiment dans tous nos panels émotionnels». Mais du coup, il y en a qui arrivent pas à avoir accès à ça parce qu'il y a trop d'années de couches. Du coup, quels conseils vous auriez pour, ces hommes peut-être qui nous écoutent et qui aimeraient pouvoir, ouvrir ça? C'est une très bonne, question, Joël, merci de la poser. Hem, alors, ben, juste je voulais rebondir à ce que tu disais avant de répondre à ta question. Pour moi, si je vois un homme, qui va oser montrer ses émotions, oser montrer sa vulnérabilité, je vais lui faire plus confiance. Parce qu'effectivement, il me montre qui il est vraiment et à travers ça, bah, ça montre aussi finalement son courage. Que c'est ce que moi je ressens et ça va être beaucoup plus facile de lui faire confiance et pouvoir aussi tisser un lien avec cette personne-là sur le long terme. Parce que si un jour je fais quelque chose qui va pas lui plaire, j'espère justement qu'à travers, il va oser dans le pour notre lien de me dire: «Écoute, ce que tu as fait là, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, ce que tu as dit» ou enfin, puis qu'on va pouvoir s'expliquer. Et puis cette, charge émotionnelle que je il aurait pu avoir contre moi, qui aurait pu grossir, grossir, grossir jusqu'au moment où on se voit plus, on arrête de se parler parce qu'elle est devenue trop importante cette charge. Ben non, il y a un petit truc qui est arrivé, on en parle, on arrive à la traiter, puis on revient sur un état neutre, voire positif pour continuer, sur le long terme à avoir, une bonne relation. Donc effectivement, par rapport à ça, je pense que c'est important, pour moi en tout cas de que les personnes que je côtoie me montrent leur vulnérabilité, je leur ferai plus confiance. Hem, Après vis-à-vis de la femme, c'est très intéressant parce que tu l'as dit toi, Joël, pour une personne qui a travaillé, sur elle, qui connaît ses bah, je ne vais pas faire aller trop loin dans les spécificités, mais une personne qui travaille sur soi, puis qui connaît ses peurs et peut-être ses blessures, qui a travaillé dessus, elle est capable d'accueillir la vulnérabilité de l'autre personne sans être peut-être désécurisée. Par contre, moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois à discuter bah, en l'occurrence, c'était des femmes, mais je pense que si c'est des hommes, ça revient au même, d'exprimer, ce que j'ai ressenti, une émotion sur un acte, qui a été fait et que ça se retourne contre moi parce que j'ai exprimé quelque chose qui m'a fait mal et qui m'a blessé et le fait de l'avoir fait, ça a blessé l'autre personne. Mmh. Ça a activé ses blessures à elle et du coup, plutôt que de recevoir peut-être l'attention que je cherchais par rapport à l'émotion que moi j'ai ressentie, j'ai dû mettre un couvercle sur mes émotions pour aller traiter, gérer les émotions de l'autre personne parce que moi j'avais exprimé mes émotions. Mmh. Donc effectivement, c'est cette partie-là est intéressante comme tu disais sur nos blessures et puis ce que ça peut résonner, ou ce que ça peut faire créer en fait de recevoir un message de l'autre personne. Ouais, moi ça, je pense que c'est propre à n'importe quelle relation, Mmh mh. moi je le vis aussi avec, mes amis ou, ouais, que ça soit homme ou femme, en fait, c'est vraiment propre au relationnel,
C'est en fait comment l'autre accueille l'émotion que la personne lui exprime et puis, sa capacité de enfin ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle en fait, sa capacité à la comprendre et son ego qui va du coup réagir et puis comment est-ce qu'il va traiter l'info. Puis ça dépend tellement de nos schémas de fonctionnement après. Est-ce qu'on rejette du coup la faute sur l'autre pour renvoyer parce que c'est trop lourd? Ou, parce qu'on a cette habitude ou est-ce qu'on est capable d'entendre et puis de continuer d'être en lien, puis de ensemble Ouais. c'est comme une danse, tu vois? Moi, je vois toujours ça comme une danse, en fait. Le lien, en fait et Mmh. puis comment est-ce qu'on peut, s'équilibrer parce que le but de nouveau, c'est la paix. Donc comment est-ce qu'on peut, s'équilibrer à 2 en fait? Mmh. Effectivement. Mmh. Mais tu avais posé une question. Ouais, je pense qu'il y a Hem des hommes intéressés à cette réponse. Ouais, alors je ne sais pas si c'est vraiment des conseils que je peux donner à ce niveau-là, mais c'est sûr que peut-être pour commencer, c'est bien de trouver un espace bienveillant pour essayer de s'ouvrir, puis commencer à exprimer les émotions plutôt que le faire, au travail, en plein milieu d'une séance, de commencer à à vouloir s'ouvrir là. Hem, je pense que le cadre bienveillant, c'est important, surtout justement si on n'a pas l'habitude. Pour ma part, je l'ai trouvé, ben, à travers MKP, Mankind Project, où il y avait des groupes d'hommes, des cercles d'hommes, où on peut vraiment aller, travailler ça, et s'exercer, si je peux dire ça comme ça, à exprimer sa vulnérabilité en sachant que le cadre qui est là, il est bienveillant et que les autres hommes qui sont là, ils vont pas me juger. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je pense qu'il existe plein d'autres, lieux qui peuvent être propices à ce genre d'expérimentation. Mais je Mmh. pense que c'est important effectivement, c'est d'une manière ou d'une autre, de créer un cercle dans lequel on est en confiance pour pouvoir, exprimer ses émotions et montrer sa vulnérabilité. Mmh. Ouais. Puis aussi, il faut savoir que, montrer sa vulnérabilité, ça change notre mode de fonctionnement et donc du coup, ça va forcément avoir une réaction sur l'entourage. Quand dans une relation, on a l'habitude que, enfin, je sais pas moi, en tant que femme, je choisirais un homme pour sa virilité, son courage à toute épreuve, sa capacité à dire oui à toute chose. «Oui, je vais te réparer ce meuble. Oui, j'en peux plus, mais je vais encore te fixer cette lampe». Non mais enfin, voilà, c'est puis ce courage à être, défenseur et tout, puis que du jour au lendemain, il va à MKP, il rentre, c'est plus le même à la maison et puis en fait, bah, forcément, mais ça c'est dans les systèmes familiaux, ben, ça va agir sur l'entourage donc ça demande aussi à préparer l'entourage à ce changement pour, bah, garantir de nouveau l'espace sécure en disant: «Chérie, si jamais, je suis en processus d'ouverture de mes émotions, sache que je t'aime toujours et qu'en fait, je reste toujours le même, mais et en fait, je reste en lien avec toi, mais j'ai besoin de faire ce travail-là pour moi et cet espace sécure pour moi, il est important dans une équipe, qui est un couple. Un couple, c'est une équipe et donc heu et donc du coup, c'est important, en fait, finalement de le déposer pour que ça désécurise pas tout le système parce que sinon, en fait, ben, le danger, c'est que le système, il fonctionne plus avec un élément qui change. Puis, en fait, le changement du masculin, c'est quand même un changement qui est assez radical quand il s'y met, hein. Et c'est cool, c'est le bienvenu. C'est juste, faut que le système soit prêt Ouais, parce que c'est pas un petit changement, hein. Je c'est sais ça. pas comment vous avez vécu, peut-être dans vos cercles d'amis, si vous avez eu ce changement radical, mais comment ça a bougé, dans vos cercles? Ouais. Je voudrais juste, moi, j'ai un cheminement différent d'Olivier, donc je voudrais juste partager parce que je trouve intéressant. Hem, moi, je l'ai fait par le biais des livres. Alors moi, j'étais vraiment, le gars l'ingénieur rationnel, carré, les émotions, ça n'existe pas. De toute façon, il faut aller de l'avant et à un moment où ça allait plus dans ma vie, du coup, j'ai on m'a conseillé un homme m'a conseillé de lire un livre qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée de Robert Fisher et ce petit bouquin de 125 pages, pour moi, c'était l'épiphanie.
Alors je raconte rapidement, hein, pour ceux qui connaissent pas, mais je mettrai la référence dans le franchement, il faut le lire pour les hommes qui ont qui sont curieux de ça. C'est un petit conte très sympa. En fait, c'est un chevalier, hein, qui porte une belle armure et qui va, sauver les damoiselles, qui va tuer les dragons et cetera. Il est tellement fier de son armure qu'il l'enlève jamais. Puis un jour, il rentre chez lui, il a besoin de l'enlever, puis il n'arrive pas à l'enlever parce elle fait partie de lui, donc voilà. Et donc le conte raconte comment il peut se débarrasser de cette armure et cetera. Donc je n'irai pas plus loin dans la description, mais c'est vraiment alors moi, ça a été le truc vraiment, je m'y attendais pas, ça a été vraiment une claque. J'avais 40 ans, donc j'ai mis le temps d'y arriver à ce genre de choses. C'était mon premier livre de développement personnel à 40 ans. Et là, j'ai compris que je devais sûrement faire des changements et comme tu dis, Joël, quand on décide de faire des changements, nous, on ne fait pas à moitié, hein, c'est tout d'un coup, ça y va très fort, ça peut être très déstabilisant. Voilà. Mmh. Bah, ouais, c'est sûr, hein. Ouais, 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 c'est vrai. parce que c'est un monstre changement de paradigme, hein, de s'ouvrir à l'émotion. De nouveau, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que l'émotion n'est pas un danger ni quelque chose à refouler, c'est vraiment une messagère, en fait. Elle nous explique, la colère, elle nous dit: «Il y a des limites qui ont pas été respectées». La peur, elle nous dit: «Tu es en train de risquer ta vie». La tristesse, elle nous dit: «Il y a une page qui s'est tournée et donc du coup, il va falloir l'accepter» et donc du coup, ne serait-ce que ces 3 émotions, je vois pas en quoi c'est un danger d'avoir l'information que nos limites ont été dépassées, l'information que notre vie est en danger ou que l'information que quelque chose a changé et qu'il est temps de l'accepter et donc Et non, ouais, c'est même une information hyper importante, en fait, pour notre système. exact. Et ça se traduit émotionnellement, mais en fait, il y a eu tellement de répression de l'émotion, que ouais. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait de ces qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Mais c'est ça, ouais. Mmh. Ouais. Ouais Bah, déjà et juste les reconnaître et qu'on les ouais. traverse, déjà rien que ça. Ouais, voilà, les Et la voir reconnaître, arriver, même ça, c'est un truc qu'on a tellement, bloqué qu'on n'arrive même pas à reconnaître ça, en fait. mmh Et mh. Mmh. souvent ça se transforme toujours en colère. D'ailleurs à la fin, c'est que de la colère, toujours de la colère parce qu'il y a que ça qui sort, enfin on est un petit garçon de 5 ans qui fait sa colère pour un oui, pour un non. C'est Oui, puis c'était la seule qui a été valorisée aussi, chez le masculin, en fait, parce qu'elle était utile à la guerre, donc c'est la seule qui a été valorisée. Mmh. Ouais. Mmh. hem, Ah s'il y a d'autres choses, du du coup, j'avais une petite question Joël pour le par rapport au druidisme et les dieux qui sont les symboles du masculin sacré, ce serait qui? alors, bah, il y a Sucellus, je ne sais pas trop comment on le prononce en fait, mais moi je le prononce Sucellus, qui est, le dieu gardien du clan. C'est vraiment, un gardien d'ailleurs, il est vénéré en Suisse, on le retrouve en Helvétie, mais c'est vraiment, le dieu gardien de l'oppidum en fait, de l'espace sacré, mais au niveau du clan. Donc, il y a lui, qui va vraiment représenter l'espace en fait, le gardien de l'espace. Il y a le dieu Lugh, qui est le gardien de tous les arts, qui, va être, un dieu vraiment, par rapport voilà tous les arts et y compris l'art de la guerre, mais en fait, il montre que de nouveau, la guerre est un art. Il a une lance d'ailleurs, Lugh, il s'en sert que quand il faut, mais voilà, donc le dieu Lugh. Il y a le dieu Dagda qui est le bon père, donc il représente le masculin sacré, mais il a toujours, un chaudron qui est rempli d'assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Donc en fait, il met en sécurité le clan, avec une massue, parce qu'en fait, ben, il peut, défendre le clan et puis, ce chaudron qui est en fait, le gardien de l'opulence, de la richesse, de l'abondance, voilà. Puis on a un dieu qui est le dieu Cernunnos, qui est le dieu de la forêt, qui va être plus en lien un peu un dieu à cheval entre le monde, des esprits de la nature, animaux, végétaux aussi et le monde des humains. Parce qu'il est représenté des fois sous forme de cerf, des fois un peu comme un centaure, mi-homme, cheval, des fois, carrément en humain, en homme des bois un peu, avec, des branches partout autour du visage et lui, il va représenter un masculin sacré, mais en lien avec les forces de la nature et de la terre, un peu,
cette force de l'éclosion. Parce que le féminin sacré, c'est vraiment l'énergie de la terre qui va se reposer et rester, à l'intérieur d'elle-même comme ça en boule et puis le masculin, il représente, cette force qui va faire éclore parce que c'est la mise en mouvement. Je rappelle que le féminin représente, le cercle et le masculin, le trait et donc du coup, le féminin va représenter un espace rond et puis, donc par exemple notre biochamp, notre espace vital et puis, le masculin, c'est la verticalité là au milieu et comme tu le disais, du coup Olivier, cette notion de présence qui est très fort dans la notion du masculin parce que ça demande de prendre place dans son axe en fait, le masculin et moi ce que j'aurais aussi envie d'encourager les hommes, c'est de réfléchir à leurs valeurs en fait. Mais ça, c'est pour tout le monde, les hommes et les femmes, mais vous pouvez trouver facilement des listes de valeurs. Je ne sais pas si toi, dans le travail de l'ikigai, tu as des listes de valeurs dans ton livre, Christophe? Alors moi, je l'ai dans l'oracle des animaux de leadership puisque j'ai un animal qui représente une valeur, symbolique. Enfin, Bah, alors ça, par exemple, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, peut-être tu mettras du coup le lien vers cet oracle, pour, trouver les valeurs parce qu'en fait, selon nos propres valeurs, on est plus au clair avec qui on est et je trouve que c'est un bon chemin pour pouvoir un peu, déconstruire les espèces de multiples carapaces qu'on s'est mis et après quand on se dit: «Bah, ma priorité, c'est d'être à l'écoute de mes valeurs», je trouve que c'est un chemin, plus, simple que de dire: «Maintenant, j'ai envie d'être à l'écoute de mes émotions». C'est un peu trop, des fois, abstrait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve des fois c'est une piste, moi, qui m'a beaucoup aidée dans mon propre cheminement. Oui, je te rejoins, effectivement, je pense que connaître, enfin, avoir les valeurs que l'on veut défendre et puis les avoir comme, un peu comme direction, Mmh. c'est quelque chose de très bénéfique, oui. Ouais, ouais, ça aide, je pense, pour les hommes, donc oui. voilà. Mmh. Oui, oui, ça fait partie des enseignements de l'ikigai. C'est une des premières choses qu'on fait, c'est le travail sur les valeurs, d'ailleurs dans l'entreprise, je fais toujours le lien avec l'entreprise. On définit la mission de l'entreprise, puis après les valeurs de l'entreprise. Les valeurs, c'est quand même un sujet fondateur, qui peut évoluer dans le temps, mais qui est vraiment, ouais, qui est fondateur pour toutes et tous. Mmh. Et peut-être que l'homme qui a pour fonction de devenir un peu un guerrier et que sa vie, va être définie par sa valeur au combat et ben, finalement, il s enfin, il a pas tellement eu le choix de ses propres valeurs et en fait, c'est un peu, une réappropriation de votre propre, être. Et de votre propre masculinité que de dire: «Bah, maintenant je réécoute, après des» parce que c'est en fait, en faisant ce travail-là, ça me touche. En faisant ce travail-là, en fait, vous, faites le travail pour tous vos ancêtres, de dire: «Ben, j'honore, tous mes pères et mes pères et mes pères qui ont dû se battre et ne pas être à l'écoute de qui ils étaient vraiment parce qu'ils ont pas vraiment eu le choix finalement». Et là, en fait, de faire ce travail-là, je trouve ça hyper beau. Oui. Oui, oui, enfin, alors moi, c'est vraiment là un sujet, qui me tient vraiment à cœur, c'est le travail de qui on est et quel est notre rapport au clan là, maintenant, dans cette ville-là. Heu, Parce qu'il faut pas oublier qu'il faut la vivre cette vie-là et je trouve c'est tellement fondamental, tellement fondamental. Mmh. Mmh. Ouais, peut-être, ouais, justement, ce que je voulais, redire encore une fois, même si on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est important, c'est justement ce côté complémentaire et que le masculin sacré, il n'existe pas sans le féminin sacré de l'autre côté et c'est pas parce que je suis un homme que je vais avoir que du masculin sacré en moi et pas de féminin sacré. Clairement, je bouge, enfin, je navigue entre les 2 en fonction des moments de ma journée ou des saisons, je sais pas, les 2, je pense et vraiment ce que moi je vois, c'est que le masculin sacré, il crée, il met dans la matière ce que le féminin sacré inspire
Et du coup, moi, dans mon voyage, je vais, avoir des moments où je vais me plonger à l'intérieur, de mes entrailles, faire de l'introspection. Et je serai en lien plutôt justement avec ce côté intuition, accueil, émotion, donc je serai dans le féminin sacré. Et une fois que l'action que enfin pas l'action justement, mais une fois que j'aurai établi ce que j'ai envie de faire, et ben, je vais aller dans l'action et à ce moment-là, je vais être plus dans le masculin sacré. Mmh. Mmh. Mais c'est toujours c'est une boucle, enfin on tourne, on va dans un côté et dans l'autre. Ouais, c'est un va-et-vient en nous. Enfin, c'est de Mmh. nouveau cette recherche d'équilibre. Mmh. Exactement. Parce qu'être que dans l'action, mais sans prendre le temps de la mise, à l'intérieur de nous d'abord, ben, du coup, il va manquer une, mise à terre qui va pouvoir porter l'action et qui est nécessaire au port de l'action. Sinon, l'action a tendance à s'essouffler si elle a pas une terre solide derrière. Et une terre qui attend et sans jamais se mettre dans l'action, bah, en fait, c'est une terre qui dort comme en hiver et puis voilà, ça va pas pose nulle part donc en effet. Mmh. J'avais une phrase, de dans la voix de je vais vous la lire. Dans la voix de Anna, donc la voix, de l'école de druidisme, du coup, qu'on a à Eorian, c'est la voix de Anna, la déesse Anna. Le masculin sacré se place dans l'honnêteté intérieure retrouvée. Ça me fait penser à tout ce qu'on a discuté, hein, c'est cette capacité de se voir honnêtement et l'honnêteté intérieure retrouvée, la vulnérabilité assumée et la noblesse de la force et du cœur. Mmh. Et j'aime bien cette, notion de noblesse de force et cette noblesse de cœur parce que pour moi ça va ensemble en fait. C'est pas que la force et c'est pas que le cœur, mais c'est cette écoute, noble en fait de ces 2 parties, de nous. Effectivement, ça me parle beaucoup. Ouais. Oui, c'est, une belle c'était est-ce que c'est une on peut dire que c'est une triade ou Oh non, la triade, je vous en ai trouvé une autre. tu en as une autre? En tout cas, elle est en 3 parties, donc voilà, comme toujours. Mmh. C'est très joli, c'est très parlant. C'est pas juste joli, c'est très parlant et ça résume bien quand même le propos qu'on vient de tenir, je pense, assez bien. Mmh. Bien, et je vois que le temps passe, donc on va arriver au terme de ce magnifique épisode, et comme par tradition, je vais demander à Joël s'il a une belle triade à partager avec nous. Qui n'était pas celle d'avant, mais qui arrive maintenant du coup. Hem, alors, la triade du jour, c'est 3 vertus du masculin sacré. La force qui ne cherche pas à vaincre, la parole qui fait vibrer la corde du monde, la présence qui protège les limites du royaume. Mmh. Je vais vous la redire. 3 vertus du masculin sacré, la force qui ne cherche pas à vaincre, la parole qui fait vibrer la corde du monde, la présence qui protège les limites du royaume. Magnifique. Merci Joël. C'est un on résume presque les 5 éléments que tu as donnés, Olivier, hein, dans une triade en 3 parties, Mmh. Exactement et j'en avais donné 5, pardon. non, non, mais ça je trouve ça rentre bien dedans, non, ça va, on en a pas oublié, là. Non, tout à fait. Une cincade, Ouais. une pintade. Non, c'est pas la même chose. Et bon, on s'approche de Noël, en fait, c'est C'est ça. pour Quelqu'un l'enregistrement de pour cette triade, quelqu'un qui mange de pas de viande. cet épisode. Non, bah, voilà, je suis végétarienne, mais quand même. Je voulais juste parler de cette la notion de parole parce qu'on en a peu tu en as parlé un petit peu toi de l'importance de la parole, du coup Olivier, mais la parole qui fait vibrer la corde du monde, du coup, quand j'ai écrit, du coup ce bout de triade là, ça me faisait vraiment penser en fait que, ben, le masculin c'est vraiment une corde verticale Mmh. et puis ça représente la verticalité et le masculin en fait il a une capacité dans le verbe parce qu'il faut rappeler que ah bah oui je l'ai pas dit non plus, que le dieu de l'éloquence, c'est masculin, c'est pas féminin. Même si les femmes parlent beaucoup dans le monde de la matière, dans le monde des dieux, celui qui cause, c'est un homme. C'était le masculin. Je dis ça, je dis rien. Mais il s'appelle Ogm et le dieu Ogm, c'est le dieu de l'éloquence et en fait, sa parole est tellement forte
qu'on voit en fait à sa langue, il a des chaînes qui sortent dans les dessins et il enchaîne les humains à sa langue parce qu'en fait, ils sont dépendants de son verbe. C'est pour montrer à quel point son verbe est puissant parce qu'en fait, l'homme est sans qu'il le veuille, complètement influencé par le verbe dogme. Donc en fait, il est extrêmement puissant comme Dieu et donc c'est le Dieu de l'éloquence, c'est un Dieu masculin et donc le gardien du verbe et de la parole, c'est le masculin. La pensée va, en tant que germe, être féminine, en tant que projection, être masculine. La parole, en tant qu'inspire, elle va être féminine, mais en tant qu'expire, c'est parce que quand on parle, c'est plutôt à l'expire, ben, elle va être masculine, forcément, vu qu'elle va sur l'extérieur. Donc, du coup, dans ce sens-là, celui qui fait vibrer les cordes, c'est pas tant l'inspire, à moins que je parle comme ça, mais l'expire. Parce que, ben, du coup, l'idée, c'est vraiment à l'expire qu'on fait vibrer les cordes du monde. Donc, les hommes, quand vous prononcez des paroles, vous êtes très puissants et donc, du coup, envoyez des mots doux dans le monde et des paroles douces et soyez gardiens du verbe. C'est important. Voilà, c'était pour ça, la parole qui fait vibrer la corde du monde, en l'honneur du dieu Ogme et la présence qui protège les limites du royaume, ça on en a beaucoup parlé. Voilà, j'avais oublié cette petite, anecdote. Merci de cette précision, c'est joliment bien dit, comme d'habitude. Eh bien, je vais remercier nos 2 protagonistes, Olivier et Joël, pour ce magnifique moment passé ensemble à disserter et discuter autour du masculin sacré. C'est pas souvent qu'on en parle, donc je trouvais que c'était important, enfin vraiment, c'était une belle idée, Joël, que tu as proposée. C'est très intéressant, je pense que ça va générer énormément de commentaires, donc n'hésitez pas, lâchez-vous, c'est fait pour ça et on va vous souhaiter une belle semaine, de prendre soin de vous et on se retrouve, dans une semaine pour un autre épisode. À très bientôt. Merci, Merci Joël, merci Christophe. À très bientôt. à bientôt. Au pied du vieux chêne, quand la nuit tombe, les mondes se frôlent et la voix des brumes se rééloigne. Yeah, je viens du pays où les pierres parlent, où les esprits veillent, où la lune éclaire les sentiers d'histoires anciennes. Au cœur de la clairière, j'entends battre la terre. Le vent me raconte des secrets que seuls les druides espèrent. J'avance entre les mondes, sans armes et sans armure, guidé par les murmures d'une sagesse trop pure. Les anciens me regardent depuis leurs pierres levées. Leurs ombres m'enseignent ce que personne n'ose raconter. Dans le cercle sacré, j'apprends la paix du silence. J'apprends que le pouvoir n'est qu'une forme de présence. Je marche dans la brume comme un voyageur du temps et chaque pas réveille un souvenir d'avant. Dans la voie des brumes, le monde s'allume, les esprits murmurent nos destins en commun. Dans la voie des brumes, les chemins se rallument et la forêt chante, tu n'es jamais loin. On m'a dit écoute, le monde a 3 visages, le visible, le profond et l'infini des nuages. Alors j'ai plongé dans l'eau sombre des légendes, là où les rêves deviennent réels, là où l'âme s'étend entre arbres et des Gwenved. J'ai traversé mes peurs, j'ai regardé mes ombres, j'y ai trouvé des couleurs. Le vent m'a soufflé, tu n'es pas seul petit frère. Tant que tu marches vrai, tu marches avec la terre. J'ai compris que la force c'est pas de lever une épée, c'est d'oser se connaître et d'apprendre à s'écouter. Dans la tourmente du monde, j'ai cherché ma lumière et j'ai trouvé ma voie dans la sagesse des anciens. Dans la voie des brumes, le monde s'allume, les esprits murmurent nos destins en commun. Dans la voie des brumes, les chemins se rallument et la forêt chante, tu n'es jamais loin. Écoute le vent, écoute les pierres, écoute ton cœur, écoute la terre, c'est là, dans le souffle entre deux mondes que naissent les vérités profondes. Sous les branches anciennes, j'ai trouvé ma route. Pas à pas, j'ai transformé le doute et maintenant j'avance, humble mais fier, fils des brumes, enfant de la lumière. Dans la voie des brumes, le monde s'allume, les esprits murmurent nos destins en commun. Dans la voie des brumes, les chemins se rallument et la forêt chante, tu n'es jamais loin.